Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission très particulière, mais comme souvent j'ai l'impression que toutes nos émissions sont très particulières, mais cette fois-ci j'ai deux invités avec moi. Bonjour Laurence. Bonjour Martin. Bonjour Étienne. Bonjour Martin. Et deux invités qui ne sont pas des auteurs de jeux comme on en a très souvent sur notre chaîne, qui ne sont pas non plus des éditeurs, même si on va parler de jeux, on va parler de maisons d'édition. Ce sont, alors comment on vous le raconte, comment on vous présente? Vous êtes les représentants de Didacto. On est des distributeurs. Distributeurs de jeux principalement éducatifs, s'il faut déjà un petit peu dévoiler le... Avec une petite connotation éducative, effectivement. Ce sont des jeux de société, qu'on va jouer avec tout le monde, des jeux de société qu'on va jouer avec des enfants. Pour certains, on va voir, on en a ramené quelques-uns sur la table, donc on va avoir un regard particulier sur ces jeux-là, mais ça ne s'arrête pas aux jeux pour enfants. Vous allez beaucoup plus loin que cela. Il y a surtout dans votre gamme, et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé de venir jusqu'au chalet pour nous présenter tout ça, parce qu'on s'est croisés à Vichy notamment il n'y a pas très longtemps, on a échangé, on s'est intéressé à ce que vous faites, et il y a dans votre gamme une démarche particulière de sélection. Tout à fait, on est très difficile. On regarde tout ce qui sort, chez les tout petits éditeurs, chez les gros éditeurs, et on retient les jeux qui vont avoir une différence par rapport aux nombreux jeux que l'on a déjà, qui vont apporter quelque chose aux enseignants, à l'orthophoniste, à l'orthoptiste qui va l'utiliser, qui reste ludique, qui est solide, qui a une mécanique qui tient la route. Enfin voilà, on passe tout ça à notre filtre et quand il nous plaît, on le sélectionne, on le référence. Donc on va vous expliquer comment fonctionne Didacto, pourquoi c'est intéressant d'en parler sur notre chaîne, parce que moi ça m'a paru très intéressant quand on a échangé sur toutes ces questions-là. Alors on va raconter comment a fonctionné Didacto depuis sa création, puisque c'est une boîte qui date déjà un petit peu. Laurence, c'est toi qui l'as créée, tu es la fondatrice de Didacto. Absolument. Et toi Étienne, tu as rejoint l'aventure il y a combien de temps? Alors moi j'ai racheté Didacto en 2016. En 2016, donc vos deux regards sont très intéressants parce qu'il y a toute une petite histoire autour de cette boîte. Et toi, tu l'as créée, Didacto. En 1994. Donc Laurence, on la connaît bien. Hein. Moi, je t'ai beaucoup croisé durant des événements ludiques, des festivals. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui vient nous vendre des jeux. Ça va bien au-delà, tu es une joueuse. Ah bah oui, bien sûr. Ah non, on est passionné. Alors le terme joueur, on est tous joueurs. Hein. C'est un terme que j'utilise à mauvais escient. Mais c'est un terme qui est important de mon point de vue parce qu'on a toujours envie de montrer des gens qui s'intéressent aux jeux de société, qui jouent dans les soirées, dans les festivals, dans les clubs. On est tous passionnés par le jeu. Il y a plein de métiers autour du jeu. Je suis toujours très content de les présenter. Ça s'est créé comment, Didacto? Moi, mon entrée, c'est pas par le jeu de société. Oui. Mon entrée, c'est par l'enfance et la petite enfance. Voilà, moi, au départ, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé en crèche, en halte garderie, et j'ai toujours été très intéressée par ce qu'on va fournir aux enfants. J'aime bien leur poser des problèmes, en fait. Oui. Voilà. De faire en sorte qu'ils regardent, qu'ils comprennent, qu'ils expérimentent. Et quand j'ai eu ma fille, on a beaucoup fréquenté la ludothèque. Elle a avalé des jeux de société, c'était phénoménal. On allait acheter des jeux un peu partout. Et puis les gens me disaient « Mais où tu trouves ça? C'est génial !» Et de fil en aiguille, ben voilà, j'ai créé Didacto en 1994. Et c'était une activité parallèle pour moi. Oui. Et en 2000, je me suis dit, allez maintenant, je m'occupe de Didacto et je ne fais plus que ça. Et j'ai mis le premier site de vente en ligne et j'ai pris ma valise, j'ai mis des jeux dedans et je suis allée voir les écoles. 2000, mais c'est très tôt ça par rapport au marché du jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est développé énormément dans les années 2010. 2000, il n'y avait pas autant de produits, il n'y avait pas autant de jeux. J'arrivais à suivre les nouveautés sans problème. Ah oui. C'était pas comme maintenant. Ah maintenant. Même nous, on a du mal. Même nous qui nous concentrons sur tout ce qui sort, même quand on en dit que deux mots, on a du mal à suivre tout ce qui paraît. Ouais. Mais est-ce que le métier n'est pas aussi devenu beaucoup plus pertinent aujourd'hui qu'il y a une sélection à faire? On est tellement envahi par la quantité de jeux qui paraît chez tous les éditeurs, chez tous les distributeurs. Mais le pire, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de jeux de qualité, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que réellement, avec nos 500 nouveautés par an, c'est que des jeux dont on a estimé que par rapport aux besoins de notre clientèle, ils étaient vraiment dans la cible. Donc, à la fois, ça fait beaucoup, mais à la fois, en effet, ça fait beaucoup de ressources. Et de jeux possibles pour nos clients. Donc, quelque part, le marché est extrêmement dynamique, c'est formidable. Comment tu es arrivé, toi, dans la société Didacto, justement? Alors, moi, je dirigeais une petite maison d'édition avant. Je suis parti pour racheter une entreprise. Oui. Ça pourra faire l'objet
d'une autre discussion, mais en tout cas, racheter une entreprise, c'est une aventure en soi, c'est parfois assez ludique aussi. Alors pas forcément sur notre chaîne, hein, mais Ouais, si, ouais, non, si non, un jour je crée une chaîne sur l'entrepreneuriat, je vous promets, je t'invite, Avec on en plaisir, reparle. avec plaisir. Voilà, ça peut être des moments assez ludiques. Bon voilà, et puis finalement, dans ces pérégrinations pour trouver la boîte idoine, eh bien, bah, je finis par tomber un peu par hasard, parce que ça se passe souvent comme ça, quand même un peu par hasard sur Laurence. Et puis on s'est pas trop mal entendu, voilà. Et puis aussi, il m'a semblé, au-delà de l'entente personnelle, que l'ADN de Didacto était vraiment en phase avec les besoins de la société d'aujourd'hui, enfin les besoins des enseignants, les besoins des professionnels de santé avec lesquels on travaille, les besoins des familles aussi, que le besoin de jeu comme ça de qualité physique à jouer tous les jours ou à jouer en classe, etc., correspondait réellement voilà, à quelque chose que je pouvais ressentir dans l'air presque. Oui, enfin, je me suis dit, putain, mais ce truc, il y a quelque chose à faire, quoi. C'est une boîte qui a une raison d'être aujourd'hui. Ah bah là, Voilà. tu prêches des convaincus. C'est pour ça, nous aussi, qu'on parle du jeu de société. C'est pour ça qu'on se passionne pour tout ce qui existe, tout ce qui gravite autour du jeu et la création surtout. L'aspect créatif, alors ça, à titre personnel, moi, ça me parle beaucoup. On est très content de les mettre en valeur. Et bah, c'est pour ça aussi on s'est plu, en tout cas quand on a discuté de votre projet, de ce que vous faites, et qu'on a eu envie de vous le présenter Et donc également. ça fait 5 ans, et depuis 5 ans, on est là, et l'entreprise croît et se développe harmonieusement. Voilà, hein, voilà. Et d'ailleurs, tu es toujours là. Tu me dis que tu as racheté Didacto. Mais Laurence, tu es toujours ici. Donc tu as vendu Didacto, mais en même temps, tu es resté dans la boîte. Mais je devais rester 1 an et puis voilà, je suis toujours là. Oui, si on parle de rachat d'entreprise, c'est pas fréquent, quoi. Voilà. Habituellement, il y a un petit passage de témoin. Oui. Voilà. Ben voilà, ça s'est passé différemment, et tant mieux pour nous, tant mieux aussi pour Didacto, qui profite un peu de nos qualités probablement complémentaires, quoi. Parce que toi, tu avais prévu de tourner la page, de passer à d'autres choses. Non, pas forcément. Pas forcément. Les En choses fait, se sont présentées comme ça. quand Étienne est arrivé, Didacto n'était pas à vendre. Oui. Mais on a eu envie de travailler ensemble et donc voilà, c'est passé par un rachat. Et puis après, bah, c'était au petit bonheur, quoi. Si ça avait été difficile au bout d'1 an, j'aurais fait ma mission et je serais partie, mais... Non, puis c'est agréable de continuer à développer mon entreprise. Oui. Donc on fait des choses ensemble que toute seule, j'aurais pas pu faire parce que Étienne a d'autres compétences et puis les journées ont 24 heures. Voilà. Et quels sont vos clients ? Qui est-ce qui vient commander des jeux chez Didacto ? C'est une question qui est importante pour comprendre comment cette entreprise fonctionne, à qui elle s'adresse, et peut-être que vous êtes concerné également, vous qui nous regardez. Alors, en majorité, ce sont des collectivités. Oui. Donc, les collectivités, ce sont les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les ludothèques, les centres de loisirs. Ça peut être les hôpitaux, enfin, toutes les collectivités où il y a des endroits où on peut, à travers le jeu, faire des apprentissages, faire aussi de la rééducation. Ça peut être à un hôpital parce que c'est des enfants, mais ça peut être aussi des accidentés de la route qui ont des problèmes neuronaux et il faut réapprendre à ordonner des tâches, etc. Donc c'est très vaste. Ça peut être des professions libérales aussi. Donc orthotiste, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, etc. Et puis les particuliers. Oui, mais c'est important quand même. Les particuliers qui s'intéressent à l'éducation, qui veulent... faire des actions avec leurs enfants, voilà. Mais nous, Au premier chef, ce sont quand même les spécialistes de l'enfance, d'abord les écoles maternelles et élémentaires, oui. Et donc, comme Laurence le disait, tous les professionnels qui ont besoin d'une pratique ludique dans leur métier au jour le jour. Et nous, ce qu'on cherche, c'est en effet, pour ces professionnels-là, à leur fournir un matériel un peu différent de leur matériel habituel, de leur fournir des outils qui vont leur permettre d'avancer en faisant un petit pas de côté par rapport à ce à quoi ils sont habitués, que ce soit si on parle en maternelle, on verra les jeux tout à l'heure, mais prendre un apprentissage par une autre voie pour un élève qui a du mal, pour un orthophoniste, voilà, travailler le langage pour des classes par exemple, j'aime bien travailler avec des enseignants qui ont des besoins en classe de FLE, français langue étrangère. Oui. Pour des publics qui ne sont pas français langue naturelle, provoquer le langage, provoquer le dialogue. On a beaucoup de jeux autour du langage, pour les plus petits comme pour les grands,
pour qu'ils s'expriment, pour faire échanger, etc. Donc des jeux en français, des jeux en maths, un peu dans toutes les directions, mais voilà, pour ces publics-là qu'on a cités. On touche également beaucoup les familles qui ont des problématiques avec leurs enfants, qui ont des besoins spécifiques, parce qu'ils sont dyslexiques, parce qu'ils sont dysorthographiques, parce qu'ils vont plus vite que la moyenne. Enfin voilà, il y a des tas de raisons pour lesquelles ils ont besoin de matériel pour épauler leur enfant. Oui. Et voilà, ça fait partie des gens qui viennent chez nous. C'est des supports dont on a besoin, le jeu de société, mais en fait, ça concerne tout le monde, ça on le sait, vous le savez, vous qui nous regardez. On a tous, alors pas forcément besoin, mais on a tous envie de jouer à plein de moments dans la journée, selon son évolution, mais même de se regrouper socialement autour de la table. Il y a cette vertu-là dans le jeu de société, mais c'est vrai que parfois, sur certaines problématiques, on a besoin parfois de sortir un jeu en particulier, et ce qui nous manque, c'est l'expertise. Et c'est ce que vous proposez également à travers le site internet. Vous avez aussi vous démarchez les écoles ou pas spécialement? Si, on a une force de vente qui démarche les collectivités. Et sur le site, il y a plein d'entrées. Oui. Et notamment, par exemple, il y a une rubrique sur les 10, où on va 10 graphiques, 10 calculiques, etc. Il y a des entrées par matière, des entrées, enfin voilà, on peut demander l'âge. Non, ce qui est important de noter aussi, c'est que au-delà de la vente de jeux à tous ces publics, on essaye aussi d'être autant que possible partenaire de la communauté éducative et des professionnels par rapport à leurs besoins. Ça se traduit par l'organisation d'à peu près un webinaire par mois à destination des professionnels. Le dernier, c'était pour les psychomotriciens. Un webinaire, c'est-à-dire c'est une vidéo en ligne? C'est une sorte de conférence en ligne où on présente entre 15 et 20 jeux, 20, 30 parfois. Ça dure 1 heure, c'est gratuit, autour d'une problématique. Et tout le monde y a accès? Tout le monde y a accès. Ah oui. Tout le monde y a accès, il faut s'inscrire sur notre site. La dernière fois, on avait plus de 200 personnes pour 20 jeux de base autour de la psychomotricité. Le prochain webinaire, c'est une présentation des nouveautés pour les ludothèques. Voilà. On propose 2000 règles du jeu à télécharger. On propose un certain nombre de tutoriels pour aider les gens à choisir leur jeu, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi 2500 jeux en fonction de ceux qui veulent travailler. Je veux travailler le calcul mental en grande section. Ah, voilà nos propositions. Je veux travailler, j'ai un besoin pour un enfant 10, ou pour travailler le repérage spatial. Voilà, donc il y a tout un tas de thématiques comme ça qu'on essaie de mettre en avant. Donc ça, c'est important pour nous. Donc c'est une espèce d'esprit de partenariat qu'on essaie de développer. Et c'est dans cet esprit-là aussi, par exemple, qu'on est membre de la communauté EdTech, un peu les startups de l'éducation. Parce que dans ce qu'on propose, il n'y a pas de notion techno, au-delà du fait qu'on vend énormément sur Internet, mais il n'y a pas de notion disruptive dans la techno, mais il y a une notion disruptive dans l'état d'esprit de proposer justement des instruments un peu différents. Voilà, et une méthode d'éducation, des méthodes d'éducation qui prennent un peu parfois des chemins de traverse. Et ça, ça nous plaît beaucoup. Ben ça nous parle, nous, parce que alors moi j'étais enseignant avant à Lille aussi, donc c'est des sujets qu'on connaît très très bien. Et on a vu défiler dans nos écoles beaucoup de représentants dans divers jeux qui sont adaptés pour les écoles, soi-disant, mais qui sont souvent un petit peu vieillots, en tout cas pour ceux qu'on avait l'habitude de voir. Parfois on voyait des classeurs. On voyait des classeurs avec du papier à l'intérieur et pas du tout le même matériel que celui qu'on a aujourd'hui. Et là, vous nous faites une sélection, mais qui n'est pas une sélection de jeux que vous produisez vous-même, et de ce fait, qui autorise plein de regards différents et plein d'approches qui sont assez modernes et que nous, on a envie de développer également sur notre chaîne. Vous nous avez préparé quelques jeux, alors c'est un tout petit exemplaire de tout ce que vous proposez sur le site, mais c'est une sélection, donc c'est des jeux que vous avez choisis. Je vois des jeux placotes notamment, ça on vient de les voir arriver, nous qui sommes journalistes spécialisés sur le jeu de société. On ne connaissait pas trop cette marque. Elle vient d'arriver au catalogue c'est BlackRock, je crois, qui distribue ces jeux-là. C'est un éditeur canadien spécialisé dans le matériel pédagogique et éducatif, et on aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Donc nous, on s'est intéressé à ça. On les a reçus, on les a regardés avec Aline. On n'a pas encore eu le temps d'en parler sur la chaîne, parce qu'on ne savait pas sous quelle entrée en parler, parce que c'est vraiment très spécifique. C'est ça, on en a plein. C'est pas pour se vanter, mais soit ce ne sont pas des jeux que vous allez trouver n'importe où quand même. Hein. Voilà. Mais même nous, ça nous intéresse, mais vous voyez, on ne sait pas sous quelle forme en parler. Ben là, c'est l'occasion de revenir un petit peu dessus, parce que ce type de jeu, en fait, il faut faire des sélections, et ces sélections, ça prend du temps, ça demande une expertise, vous l'avez, et vous avez choisi quelques exemplaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros dé, notamment, Laurence? Alors, c'est un gros dé dans lequel on glisse des photos.
Voilà, des photos là. On en a une série. On a 60 photos. Voilà. On a 60 photos qui représentent un certain nombre de mots qui sont parmi les premiers que les enfants apprennent à prononcer. Ah, c'est du premier âge. Hein. C'est du premier âge, c'est à partir de 6 mois, 1 an. Donc en effet, tac, ça se glisse à l'intérieur de la pochette. L'enfant lance le dé ou l'adulte lance le dé. Et après, simplement, l'enfant va essayer de prononcer, va essayer de dire le mot, pomme, pain, on est sur des choses simples, botte, couche, chien. Ou alors, ça peut aussi un peu plus tard être le début d'un dialogue, Ah oui, tout simplement. oui. Le début d'une activité de langage. Donc c'est simplement, c'est pas un jeu au sens où il y aurait une règle du jeu stricte à suivre, mais c'est un support d'activité extrêmement riche et modulable entre 6 mois et 2 ans et demi. C'est un truc qui est formidable à la famille, à l'école et en famille. Et en famille, oui. Et en C'est famille. c'est toujours un regard qui nous tient à nous sur notre chaîne, qui nous tient à cœur. Ce dé, c'est aussi un objet qui est vraiment rigolo. Et ça, je pense que les adultes ont oublié à quel point l'objet est important pour des enfants, parce que effectivement, il y a tout ce qu'on va imaginer nous avant, ce qu'on va préparer pour faire raconter des enfants. Mais les enfants aussi après vont se l'attribuer, parce que c'est C'est eux-mêmes sûr, qui vont bien vouloir sûr. changer les petites fiches qui sont à l'intérieur. Le plaisir de changer, je vais changer le dé, puis on va pouvoir parler d'autre chose. Rechercher les images à l'intérieur de cette petite boîte. Ça, l'objet est déjà fabuleux en lui-même. Je connaissais pas ça. Je découvre C'est avec vous. super, c'est tout bête, mais c'est hyper original et intéressant. Et il y a même encore après une recharge. Pour avoir encore d'autres photos avec des mots un petit peu plus compliqués. Ben, j'aurai encore une classe de maternelle. Ça, je prendrai directement. Qu'est-ce que vous nous avez ramené d'autre? On a un Maxi Memory Hygiène et End. C'est en anglais. Hygiène et santé. Voilà, donc c'est un memory, mais c'est un prétexte, voilà, il faut se laver les mains, on éternue dans son coude. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un memory qui est assez classique. Voilà, On va c'est retrouver les mêmes cartes qu'il va falloir identifier. C'est ça. Mais encore une fois, c'est un support de discussion. Le memory, c'est une mécanique qui marche très très bien avec les enfants, forcément un peu moins avec les adultes. Hein. Au bout d'un moment, on s'en Oui, lasse à un petit moment, peu quand on prend en âge. Mais là, on voit des memories qui sont particuliers. C'est pas le seul memory que vous avez ramené. Celui-ci va permettre d'aborder des thèmes particuliers dont on a besoin de parler en moment. C'est Arcos qui propose Acros. ce jeu-là. Acros, c'est un Acros, éditeur pardon. espagnol. On travaille Ouais. beaucoup avec eux et en effet, Ouais. ils proposent plein de matériel pédagogique extrêmement intéressant. Donc là, voilà, en effet, la mécanique du jeu, elle n'est pas passionnante, un memory, voilà. Mais c'est un prétexte à discussion et à travail d'éducation autour de plein de petits gestes du quotidien. Les enfants qui lavent les légumes, c'est rigolo. Oui, oui. Ah bah, maintenant, il faut laver les légumes très attentivement avant de les consommer. Avant aussi, hein, mais on y pensait moins tout simplement. Et ces sujets de discussion sont importants à l'école. Et avant de à faire la les maison. memory, on fait un jeu d'association, on regarde les cartes Oui, avec bah. les enfants, on en discute, voilà. Et le thème du memory est intéressant parce que je vois qu'il y a plusieurs jeux que vous nous avez ramenés qui rentrent dans cette catégorie-là. Nous avons également Old and New. Et celui-ci, je vous ai dit, on parlait assez peu des jeux pour les plus jeunes, des jeux outils. On en parlait assez peu sur la chaîne parce qu'on est très centré sur le ludique essentiellement. Donc on a tendance à les laisser de côté. Mais celui-ci, on en avait déjà parlé sur notre chaîne. Il nous avait déjà tapé dans l'œil. C'est un memory, encore une fois, mais c'est un memory dans lequel les images ne sont pas identiques. Voilà. Old and New, comme son nom l'indique, autour d'une même thématique, un objet ancien, un objet moderne. Voilà. Donc là aussi, on peut y jouer comme un memory, on retourne les cartes et puis il faut retrouver l'objet correspondant, mais c'est tout simplement aussi un prétexte à dialogue et à discussion pour les enfants et pour les personnes âgées. Il y a plein d'enfants qui ne savent pas ce que c'est que ce truc. Oui, bah, Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, et alors ils nous sortent plein d'idées farfelues, puis là, écoutez, c'est un téléphone, ça ressemble à ça, voilà. Et en effet, là, voilà, discuter de ça et raconter comment ça se passait, c'est formidable. Aline racontait tout à l'heure que ce jeu-là lui avait servi de prétexte pour, dans un village, travailler sur plein d'objets dans leur version ancienne et moderne. Ça avait été vraiment un prétexte d'un atelier beaucoup plus riche encore. ça en est beaucoup servi en classe, effectivement. C'est une entrée, c'est un support, et après, bah, souvent en classe, on va au-delà du jeu. On crée des séquences, on appelle ça, autour d'un thème, autour d'un jeu. Et effectivement, Old and New, c'est un outil fabuleux pour en parler. C'est très simple, hein, c'est du matériel avec juste quelques photos. Mais encore une fois, il faut trouver derrière ce matériel très simple les usages qui font que ce jeu n'est pas comme les autres. Exactement. Et on peut aussi l'utiliser, et un certain nombre de nos jeux sont utilisés aussi, pour des seniors qui souffrent de troubles cognitifs aussi, Oui. qui ont besoin de jouer, besoin d'entretenir la mémoire. Donc ça peut être aussi un support de jeu extrêmement intéressant pour cette population.
pour les nouveaux et les anciens joueurs, Exactement. comme son nom l'indique. Et il y a d'autres jeux sur la table, avec des usages qui sont assez différents les uns des autres. Celui-ci m'a tapé dans l'œil aussi. Ce petit outil-là, il est particulier comme tout. Là, vous allez voir, on n'est pas tout à fait dans le jeu. On est vraiment dans l'outil. l'outil éducatif. Alors ça, on fait venir ça des États-Unis. Ça s'appelle des wrap-ups. Et là, on en a pour plusieurs opérations, mais là, c'est pour travailler les tables de multiplication. Et ça, on voit aussi la démarche que vous avez, vous. Vous allez aux États-Unis, donc de temps en temps, vous allez à Nuremberg, vous m'avez dit. Alors, on va à Nuremberg, on va sur divers salons en Europe essentiellement. Et oui, ceux-là, on les a repérés, on les a contactés. Enfin, on travaille avec des éditeurs partout dans le monde, en effet. Ouais. Nos 2500 jeux, il faut aller les sourcer, il faut les chercher, il faut les trouver. Pour avoir un peu les meilleurs outils ludo-éducatifs pour tout un type de profession. Donc là, par exemple, si on est sur la table de 3... Je t'en ai pris une pas trop dure. Oui, ça va. L'idée, c'est que 5 fois 3 égale 15. Bravo. 6 fois 3 égale 18. 3 fois 3 égale 9, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, on entoure comme ça. Oui. On entoure comme ça. Le 3, il est où? Il est là. On entoure comme ça, donc, au fur et à mesure que la table de multiplication se déroule. Et à la fin, on peut corriger. Il y a un système autocorrectif pour vérifier que le fil est sur les bons endroits et passe par les bons endroits parce qu'il recouvre une petite bande qui est en relief. Donc voilà, tout simple, il y a ça la table de 3, table de 4 jusqu'à table de 10. Et ça pour réviser les tables, on ne sait jamais trop comment faire réviser les tables, notamment quand on est parent aussi, on n'est pas obligé d'être enseignant pour avoir besoin de ce type d'outil. Et voilà, un petit outil très simple, très malin, avec un matériel assez ludique en lui-même, qui va vous permettre de réviser vos tables de multiplication. Voilà. Les enfants peuvent faire ça dans leur coin, ils sont tranquilles. C'est ça, dans le train. Voilà, on les embête pas, récite ta table et tout, là, ils font ça, ils se trompent, ils se corrigent. Et cet outil est particulièrement intéressant puisqu'il va s'adresser à des enfants qui ont peut-être besoin d'une approche qui est différente. C'est vrai qu'on a des systèmes éducatifs où on a tendance à vouloir rentrer tous les enfants dans la même case avec le même processus d'apprentissage. Je suis très bien placé pour le savoir parce que moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'orthographe. Les tables, j'avais pas trop de mal en général, mais l'orthographe, il a fallu que je sois assez grand pour comprendre les méthodes pour réussir à m'en sortir. Moi, c'était l'ordinateur qui m'a vraiment aidé. Le fait de souligner, de faire attention à la fin des mots. Parce que souvent, les enfants qui ont un peu de mal en orthographe ont tendance à ne pas lire entièrement le mot parce qu'ils lisent trop vite. C'était mon problème. Et les méthodes ne me convenaient pas trop. Et là, on voit qu'on a une méthode d'apprentissage qui n'est pas la même que celle qu'on utilise quotidiennement. Qui est assez basique quand même, qui est un peu de la mémorisation basique. À force de répéter vos tables, vous finirez bien par les apprendre, quoi. Mais là, c'est de la manipulation. Donc de la manipulation, c'est une approche différente. Ça peut être très utile pour les enfants qui ont besoin de ce type d'approche. Et c'est tout le propos de Didacto, de proposer plein de portes d'entrée pour les apprentissages pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde y arrive. Et je continue à explorer tout ce qu'il y a sur la table. Il y a plein d'objets fabuleux. Ici, cette petite boîte, alors ça on connaît bien. C'est pour continuer sur les maths, c'est parce qu'on est sur les maths. On a Numé-Dingo, vous allez comprendre tout de suite. Il y a plein de jeux autour de la numération de 1 à 10. Si je vous montre ça par exemple, voilà. Oui. 3 petites coccinelles. Une autre façon de dire les chiffres. Là, on a le chiffre 5. Là, on a une collection d'abeilles, mais rangées un peu n'importe comment. Là, hop, les mêmes, mais de façon très ordonnée. Une façon d'écrire 4, comme ça, en écriture un peu, ordinateur, enfin voilà. Ça, 4, plus de façon en script, enfin quand on écrit. Un dé, tout simple, en constellation. 5 objets différents, voilà. 5 aussi, avec cette fois 2 coccinelles, avec pas le même nombre à chaque fois. Donc, autour de ces façons différentes d'écrire les nombres, on a plein de petits jeux qui peuvent aller, encore une fois, du memory, à la bataille, au mistigris, etc. Et c'est plein de prétextes à compter et à apprendre les façons de compter pour les enfants. Donc voilà, là-dedans, ça va de la petite section, moyenne section, et dès 3 ans, on trouve plein de choses pour jouer avec Numé-Dingo. Ça, c'est la gamme Arithma, donc c'est des outils pédagogiques, des outils à partir desquels on va trouver des jeux. Il y a 7 jeux à l'intérieur de cette petite boîte-là, et vous allez trouver des jeux sur plein de thèmes différents dans cette collection de jeux. Vous le proposez également chez Didacto. On les fait tous. Tous les jeux Tous les jeux Didacool, Tous les ortho-dingo, conju-dingo. Si on passe dans le français rapidement, par exemple. Les tam-tam. Ça, c'est sur le mode double. Vous voyez, double, oui, on a a 2 d'observation cartes. et de rapidité. Exactement, des cartes. Avec ça, c'est sur le thème des mots invariables au cycle 2. Donc on voit qu'on est quand même sur un truc assez spécifique. Eh bien, il y a sur chaque carte, il y a 2 mots
qui sont en commun, pas forcément d'ailleurs écrits de la même façon, et qu'il faut le plus vite possible essayer de retrouver. Alors, j'ai trouvé évidemment, lent, hein, moi je ne le vois pas du tout, c'est mais, comme. mais, Comme qui est comme deux et fois, comme, voilà. effectivement. Bon, ben voilà, ça c'est le système du double. Hop, le troisième. Eh bien, écoutez, voilà. Autant, moi je le vois ici. Autant. Mais entre Et aujourd'hui. Ah, très Voilà, bien. enfin voilà. Ça Donc, permet d'apprendre quelques mots, en tout cas de les réciter, mais avec une mécanique qui, elle, est purement ludique. C'est une Absolument. mécanique qui n'apprend pas grand-chose en elle-même, mais par contre, le fait d'avoir un thème, Sauf de pouvoir un peu les flasher. Les Oui. mots, ils sont visualisés de façon extrêmement précise. Et c'est que des petits mots invariables. Donc ensuite, parfois, d'abord, comment, bientôt, comme, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, oui, donc les mots-outils. Hein, les mots-outils qui sont extrêmement utiles à cet âge-là. Et qui aident, là aussi, il y a plein d'enfants qui doivent buter sur la façon d'écrire aujourd'hui. Et là, c'est une bonne façon de les introduire à ces notions. Et ces jeux-là, on les retrouve autour de plein de trucs. Les derniers qu'on a rentrés dans cette collection, c'est autour des sonorités œil, ouille, aïe, ce genre de choses. Donc voilà, pas forcément évident. Et ça marche très bien en CM1, CM2. et cette boîte-là, moi je l'ai repérée parce que je crois que c'est quelqu'un du coin qui fait ce type de jeu. On les avait vus fabriqués en France. Ouais, je vois où en France c'est fabriqué. C'est des petites boîtes avec une ouverture rigolote. Ah, et des petites boîtes qui vont jouer. Alors ici, on est sur les tirades de Molière, c'est ça? Voilà, on n'est pas sur le même âge. Hein, on est sur des jeux un peu plus pour les enfants un peu plus âgés. Et en effet, c'est sur le principe du memory, mais là aussi c'est un prétexte hein, pour retrouver les tirades de Molière qui sont divisées en deux parties. Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr. Ah, alors d'accord, c'est magnifique. un memory, mais avec pas la même chose sur chaque carte non plus. Là, il va Exactement, falloir le trouver début de la la phrase, suite, la c'est fin ça. de la phrase. Mais à la fois, on peut aussi s'amuser. On a un autre jeu comme ça qui s'appelle Duodécime, qui est absolument génial. Oui. On peut aussi s'amuser à mélanger les citations de Molière. Très bien, mais je vais faire une citation de Molière. Tous les discours n'avancent point ces choses. Je vous prie de me haïr. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. C'est peut-être la bonne, non? Oui, c'est la bonne. Ah, c'est la bonne. Mais c'est moi qui l'ai inventé. J'en suis l'auteur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême me font mourir d'amour. Bon, me fait mourir d'amour en l'occurrence. Bon, parce que là, sinon, c'est vous, beaux yeux, belle marquise. Évidemment. J'aime mieux un vis commode qu'une armoire avec une vis. J'ai inventé la fin. Voilà, donc en effet, le prétexte a plein de trucs. Et jeux, là, au collège, on est formidablement... Ah, mais alors, pour partir sur un autre type de jeu... Le jeu de la boule. le bien connu. Bien connu. Hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, là, on est sur ce qu'on appelle un 8 de motricité. Où on peut travailler à la fois sur le mouvement du 8, qui est un Oui. mouvement qui n'est pas du tout facile à faire, me répétait tout à l'heure, Aline, pas du tout facile à faire et à intégrer pour les enfants. Donc ça, à force de le répéter, on peut... L'avantage, c'est qu'on le fait sans que l'enfant, qui souvent a du mal à le faire, ait à saisir son crayon. Oui. Quand il doit à la fois faire le 8, c'est compliqué, et à la fois saisir son crayon, c'est compliqué aussi, on rajoute de la difficulté à la difficulté. Donc là, on est sur le mouvement du 8 sans parler de crayon, et c'est aussi un jeu extrêmement intéressant pour les psychomotriciens, pour travailler aussi l'équilibre, la concentration, les petits mouvements comme ça, vous voyez, hop, avec très peu de mouvements, tac, on réussit à faire le 8 comme ça. Donc ça, c'est un petit truc tout simple, Ah oui. qu'on achète en Allemagne pour le coup, celui-là. Et ça ne veut pas dire que les Français font pas des jeux formidables aussi. Mais enfin voilà. J'ai envie de le manipuler. J'ai passé l'âge, On je y pense, passerait des heures. mais On y passerait des il y heures. a quelque chose de fascinant dans cet objet. Et il y a un âge où ça revient. Oui, je suis Voilà. plus très loin de cet âge-là. Voilà, donc un petit échantillon des jeux qu'on peut faire qui me semble intéressant et parlant pour comprendre un petit peu quel est l'ADN de Didacto, quoi, qui est un ADN assez spécifique et particulier quand même. Merci de nous avoir présenté ces quelques jeux. J'espère qu'on a réussi à transmettre le côté aussi passionné parce que la raison pour laquelle je vous ai proposé de venir ici sur notre chaîne pour présenter tous ces jeux, c'est qu'il y a vraiment un côté de passion, d'intérêt pour le jeu, une démarche qui est utile. On a envie de servir, nous, sur notre chaîne, en tout cas les gens qui nous regardent. Donc j'espère qu'on vous a servi à quelque chose en vous présentant ces quelques jeux. Et j'ai reconnu cette même démarche quand tu m'en as parlé, Laurence, plusieurs fois. Et on est toujours content, nous, de mettre en avant des acteurs et des gens qui ont des missions particulières qui ne sont pas celles auxquelles on pense généralement dans le monde du jeu. Celle de Didacto est super intéressante. Bah, merci Martin, merci Aline de votre invitation. Nous, on était ravis de dire un petit peu et d'essayer d'expliquer notre démarche en effet. Et puis, allez jeter un petit coup d'œil sur le site de Didacto. J'ai mis
plein de liens dans la description de cette vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.